Vie, son art est vie. Il était vie, il est vie, puisque les artistes ne meurent jamais. Les morts ne sont pas morts, a dit Birago Diop. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, nous rendons hommage ce jour dans votre émission Culture et vous. Et c'est à Amarasila, Amsil. Je reçois, mesdames et messieurs, pour vous, Lassana Igodjara, galériste et ami, ainsi que Kamaraka, critique d'art, professeur d'histoire de l'art, non moins ami aussi de l'artiste, pour passer au pain fin l'œuvre du brillantissime Amsil. Bonjour Igo, bonjour Kamaraka. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va. Ça va, ça va. Merci d'être sur le plateau de TM1. Cet exercice ne sera pas facile pour vous, mais nous nous devons de rendre hommage à ce grand artiste malien qui a tourné dos au monde des vivants il n'y a pas très longtemps, et il s'agit d'Amara Sylla. J'aimerais bien qu'on entame cette émission en parlant à tous les deux de votre rencontre personnelle avec Amara Sylla. Je vais commencer par Igo Diarra. Merci Dia, merci à la télévision TM1. Et c'est toujours un bonheur et un plaisir pour nous d'être dans des situations où on peut débattre culturellement. Et bravo pour cette belle introduction, parce que de Birago Diop, qui introduit même un peu l'homme, je pense que Amsil serait fier qu'on commence aussi par la littérature, parce que c'est quelqu'un qui était extrêmement cultivé. C'est-à-dire que quand on discute avec Amsil, on peut, à chaque deux, trois mots, à un moment, c'est quoi le dictionnaire? On est obligé de se référer au dictionnaire. Et il le faisait de manière très spontanée. Donc, en fait, moi, c'est vraiment un frère. Donc, c'est un ami, mais un frère aussi. Donc, je l'ai toujours connu. Donc, je ne peux pas dire quand est-ce que je l'ai connu. Je l'ai toujours connu, mais pour parler un peu très brièvement de sa jeunesse, et d'où cette culture-là vient, parce que c'était important pour lui. Il me disait chaque fois que nos parents revenaient d'Europe, avec beaucoup de bagages, au début, ses amis, il était content, il disait qu'il allait avoir beaucoup de fringues. Mais il se rendait compte que dans les bagages, il y avait plutôt des livres et des disques. Donc c'est ce qui explique sa culture de base qui est vraiment extraordinaire. Mais très jeune, en fait, ils ont formé ce qu'on appelle les Beatles. Et donc c'était les rockers, ceux qui envoyaient les premiers vinyles. Et je me rappelle qu'ils m'expliquent toujours qu'ils ont fait un festival légendaire à la Maison des Combattants, qui était un festival comme apparemment un festival de Woodstock. Et déjà à l'époque, c'était lui qui faisait les premiers dessins d'invitation. Et il m'a dit qu'il y a des gens qui venaient avec des chaînes tout juste après l'indépendance pour se libérer. Donc ça, brièvement, je peux commencer le débat par cette introduction qu'il a commencé là très jeune. Donc voilà, c'est cette petite introduction que je... Vous avez fait un texte très émouvant sur Amara Sylla quand il est parti. Oui. Et votre rencontre avec Amara Sylla? Ah oui, je vous remercie, c'était très émouvant. En fait, vous avez parlé de Birago Diop, hein, les morts ne sont pas morts. Chez les Égyptiens, il y avait aussi deux âmes. Une âme qui mourait avec le corps, qui pourrissait avec le corps, et alors qui s'est transformée en cendre pour nourrir les racines de la vie, alors pour paraphraser Senghor. Mais la deuxième âme était l'âme immortelle. C'est d'ailleurs même le cas en réalité qui était immortel, qui était la partie immortelle de l'âme de l'artiste. Et cette partie de l'âme montait au ciel pour s'asseoir à la droite de son père pour nourrir aussi la vie. Amara Sylla était ainsi. Alors comment je l'ai rencontré? Moi, vers les années 95, j'étais en train de réaliser une exposition sur les cantatrices du Mali. D'accord. Et voilà une trentaine d'œuvres quand même que j'ai réalisées et qui a été exposée effectivement en 1995 à l'Institut français à l'époque. En fait, je partais au marché rencontrer alors un boutiquier, n'est-ce pas? Il s'appelait Vieux, je dois le dire aujourd'hui parce que je lui dois beaucoup de choses. Alors, dont les magasins se trouvaient non loin de l'Institut national des arts, donc il s'était habitué à rencontrer les artistes. Et c'est là que j'étais allé pour voir un peu
comment les choses s'est passées là-bas. Alors, mon regard était tombé sur une œuvre et je pose la question au boutiquier, je dis, mais qui est cet artiste qui fait cette belle œuvre? Le boutiquier me dit, voilà, il m'indexe au Amsil. Voilà, et je le vois, et un homme vraiment très accompli, n'est-ce pas? Et je m'approche vers lui et il me rejette, il me tourne le dos. C'était extraordinaire. Et lui, en tournant le dos, il tombe sur une œuvre et il pose la même question au boutiquier, qui est l'auteur de l'œuvre? Et le boutiquier lui dit, par le même geste, voilà, c'est M. Camara. Et il se tourne vers moi, il tombe sur moi, et il dit, bon voilà, on donne des accolades. Et je lui dis, mais pourquoi ce comportement? Il me dit non, qu'il pensait que j'étais un snob de ce genre, alors qui font semblant d'être cultivés. En réalité, il n'en était pas eux. Donc c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Et depuis lors, nous avons continué à travailler ensemble. De rencontres d'artistes, parce que vous-même, vous êtes artiste. Oui, tout à fait. Et cette générosité, vos propos, en fait, retracent en même temps cette générosité qu'incarnait Amara Sylla. Il donnait son œuvre à qui voulait. Et on peut parler un petit peu de la générosité d'Amsil. Oui. Vous savez, Amara Sylla était riche d'un palimpseste de culture. Il avait une grande culture dans l'iconographie malienne. Et tout cela ont fait de lui le maître incontesté de l'improvisation. Et là, ça c'est extraordinaire. Et j'ai dit qu'Amara était riche comme un pauvre. Ça paraît bizarre. Riche de par la grandeur de son âme, n'est-ce pas? De par sa générosité. Et les œuvres qu'il créait étaient l'expression de sa sensibilité poétique. Et par ailleurs, il était pauvre, pas à cause, mais grâce à sa générosité. Il donnait tout. Vous savez, après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, il y a eu une tendance dans le domaine de l'art qu'on appelle le dada, le dadaïsme. Alors, c'était des jeunes peintres qui étaient révoltés contre les académies. Donc, ils explosaient les murs des académies pour peindre. Et Amara, vous voyez, explose son corps pour montrer son âme dans toute sa grandeur. Et dont la peinture est son inspiration. Et c'est cette œuvre-là qu'il donnait aux autres. Il se mettait nu sur le plan de la spiritualité pour être généreux vis-à-vis effectivement de ses amis. Il était devenu pauvre sur ce plan, mais riche sur le plan spirituel. C'est pour cela que j'aime à dire qu'il était riche comme un pauvre. Ça, c'est très philosophique. Et Amara était très philosophique justement, mais on va parler, Hugo Diarra, de cette dimension naturelle qu'il y a dans l'art d'Amara qui vit, explosion de vitalité aussi, il y a ces couleurs très ocre, très rouge, jaune, il allie les éléments de la nature, c'est le bois, ce sont les couleurs de la vie naturelle, c'est aussi la pierre. Oui, je pense que déjà c'était d'abord aussi un collectionneur. Il était conscient du patrimoine qu'il avait. Exactement. Et c'était un patrimoine qui était composé de plusieurs choses. Il y a eu le patrimoine naturel, parce que pour parler des roches qu'il a sculptées, parce qu'il aimait beaucoup le fleuve Niger. C'est ça. Il a toujours habité pas loin, aussi bien à Sotiba, qui était pas loin, aussi bien au niveau de Lubama, le premier centre d'art qu'il a créé, où il avait une vue panoramique sur le fleuve. Donc je pense qu'il était allé tellement loin avec les roches qu'il parlait même de la thérapeutie. Le contact humain qu'on peut avoir avec la pierre et les roches qui peuvent susciter un bien-être. Donc je veux dire, il avait une très grande philosophie avec l'ensemble des objets qu'il touchait. Comme vous avez dit, que ce soit du bois, que ce soit des cornes, que ce soit... C'était son côté aussi design, parce qu'il était sculpteur, peintre et designer. Et design, aussi. oui. Il était les trois à la fois. Et ça, c'est le côté aussi, pour briser le côté académique, parce qu'il était un autodidacte, donc il ne se créait pas de limites. Et justement, ça nous fait la transition avec la première rubrique de cette émission qui est Destination culturelle. Et il va en fait faire montre d'un exploit. Amara va transporter 173 kg de pierre à Saint-Étienne. Absolument. Absolument, en 2008, lors de... Oui, parce qu'initialement, je pense que la Biennale de Saint-Étienne l'avait invité pour les cornes.
Parce qu'il appelait Les ça, il sièges de cornes, disait prendre le taureau par les cornes. C'est ça. Il a des photos extraordinaires où vraiment il fait la performance avec les cornes. Donc, et ça a tout le sens, prendre le taureau par les cornes, aussi bien à la lettre qu'au sens philosophique. Et poétique. Voilà, donc je pense qu'à Saint-Étienne, dans l'exposition du Salon du Design, c'est les cornes qui ont été exposées. Mais puisque Kamaraka, et vous venez de parler de sa générosité, il a, avec ses œuvres qui étaient prévues pour l'exposition, mais son exploit, lui, personnellement, il tenait à ce que cette fameuse pierre soit vue à Saint-Étienne. Exactement. Ce n'était pas dans l'exposition officielle. Je pense qu'il a fait des performances avec ça au niveau du stade Geoffrey, j'oublie le nom du stade exactement, où il a posé là-bas avec cette pierre qui a impressionné plus d'un. Et je pense que c'était un message très fort sur lequel on doit écrire, sur lequel on doit réfléchir. Comment envoyer des pierres de notre fleuve jusqu'à Saint-Étienne. Et pour moi, je pense que dans les jours à venir, peut-être qu'on va écrire à la Biennale de Saint-Étienne et il serait temps qu'on nous renvoie cette œuvre-là. Oula Ça peut être aussi quelque chose. Voilà, donc dans Destination culturelle, nous partons pour Saint-Étienne, où Amara Silamsil va transporter une pierre de 173 kg des berges du Djoliba vers la Biennale du design de Saint-Étienne. C'était en 2008. Pour la destination culturelle de cette semaine, nous partons à Saint-Étienne. Saint-Étienne où en 2008, Amara Silamsil va transporter des berges du Djoliba, une pierre de 173 kg à la Biennale internationale du design. Il y présente dans sa série Kabako Merveille, Kabakoro Pierre, des sièges de cornes de buffle qu'il nomma l'os de la parole et deux grès en rouge et noir. Sa pierre, qui a voyagé en avion, ne reviendra plus en Afrique. Elle restera à Saint-Étienne, à la Cité du Design, en attendant qu'un mécène, qu'un musée, qu'un collectionneur ne la retienne et la négocie avec l'artiste. Voilà, c'était la fabuleuse histoire de Kabakoro, pierre de 173 kg de Amara Silamsil. Et nous revenons justement, moi, poésie, sensibilité, peinture, etc. Je pense que tous les domaines de l'art sont finalement interconnectés. Ce qu'on retrouve, des dimensions qu'on retrouve justement chez Amsil. Hugo, vous l'avez exposé, Amsil, vous l'avez porté vers le monde extérieur aussi. Et ces sièges de cornes, l'os de la parole, la dimension philosophique, on en parlait tout à l'heure, prendre le taureau par les cornes et aussi tenir cet os de la parole qui en soi, que ce soit la sculpture ou le design ou la peinture, on est dans de la parole aussi. Quelqu'un disait que Amara Silamsil lui-même est un chef-d'œuvre. Et l'art, en réalité, doit choquer les mentalités. L'art doit choquer les mentalités. Et c'est ce que expérimentait, n'est-ce pas, tous les jours Amara Silamsil. Alors, vous le rencontrez dans son espace. Alors, il était agressif. Il était agressif au sens esthétique du terme. Et là, tous ceux qui venaient là, effectivement, dans son atelier, étaient confrontés à cet espace, n'est-ce pas, d'incohérence. Mais en même temps, de cohérence. Parce que c'était effectivement la lutte de cohérence. Non, absolument. C'est ça, justement. C'est-à-dire que même justement dans cet espace, pour appuyer ce que Kamaraka disait, des fois, il avait des conférences avec une vingtaine de professeurs en médecine, en chirurgie, et qui venaient l'écouter. Oui. Donc, voilà, c'est pour dire que cette intelligence, cette science, cette agressivité aussi, il y avait beaucoup de pédagogie. Et aussi la capacité peut-être de mettre un pont entre des domaines qui ne sont pas forcément liés. Oui, quand je disais tantôt, il avait une collection extraordinaire, que ce soit des vieilles radios, que ce soit la tente de Kadhafi, que ce soit des objets complètement improbables. Tout ça, ça faisait partie de son univers qui était, ma foi, son palais à lui. Voilà, son palais à lui. Je lisais, quand je préparais cette émission, j'ai lu quelque chose sur Internet qui disait de lui quand il allait au fleuve Djoliba, en fait, sa famille pensait que Amara amenait du poisson, mais au lieu d'amener du poisson, il amenait de la pierre. Ah ouais. Oui, c'est une forme de nourriture. C'est-à-dire que c'est une autre forme de nourriture, parce que malheureusement, dans notre société, on est habitué à que de la nourriture biologique. C'est ça. Mais je pense qu'il faut de la nourriture spirituelle, il faut de la nourriture olfactive. On a beaucoup de genres de nourriture.
Voilà. Oui, parce que c'est vrai, à propos de Pierre, ça pose la question fondamentale même de la linguistique, le signifié, le signifiant. Exactement. Alors, quand j'ai appris ça avec Amsil, je lui ai offert un morceau du mur de Berlin. Et voilà, Wow. lorsque vous donnez à quelqu'un un morceau de caillou, ben, il n'y attache aucune importance. Mais Amara Sivel savait le sens profond de ce caillou, n'est-ce pas? Un caillou alors qui permet de parler de toute la Seconde Guerre mondiale, de la séparation des deux Berlin, Berlin Est et Berlin Ouest. Et toute l'histoire de la Seconde Guerre mondiale était incrustée dans ce caillou-là. C'est ça le signifié. Et les gens ne voient que le signifiant. Oui, c'est ça la différence fondamentale là, entre quand on regarde une œuvre d'art, le jugement esthétique qu'on peut porter par rapport à ça. C'est pour cela en esthétique on parle souvent du lait, mais le lait en art n'existe pas. Le lait, c'est lorsque le regard n'est pas suffisamment éduqué pour percevoir le beau dans ce qui semble être laid. Donc le profane ne voit que cette laideur visible. La beauté est dans l'œil de la personne qui regarde. Voilà, tout à fait. Sans plus tarder, je vais vous proposer, il adorait la musique. Et je me doute qu'il aimait bien Mangala Camara. Absolument. On ne peut pas parler d'Amara Sylla sans lui rendre hommage. Puisque c'est un enfant de Mali Sadio, on va lui rendre hommage avec la chanson Mali Sadio de Mangala Camara. Philosophique, Mali Sadio, ça... Oui, quand je vois Mangala et quand je vois Toumani, tout ça sont des grands amis d'Amsil. C'est vraiment parce que c'était, comment dire, c'était l'ami de tout le monde. Oui. Et justement, avant ça, on parlait de la pierre, on parlait du fleuve. Et justement, nous, on avait fait Mali Sadio, on avait fait une exposition sur les hippopotames. Et je me rappelle, Amsil est venu avec une carte du Mali et une carte d'hippopotame en grosse pierre qu'il a trouvée dans le fleuve. Donc, ce que Kamaraka disait, il faut avoir l'œil de découvrir ce genre de pierres et comment les mettre en valeur. Donc, pour dire que, voilà, l'homme avait un regard extraordinaire. Et je pense que l'art, c'est vraiment bien de mélanger la musique à toutes les disciplines. Et voilà. Oui, je vais vous inviter à découvrir, enfin, vous connaissez déjà un aspect de la civilisation africaine en Madame Pateba. On reste dans l'hommage à Amara Sylla, et je suis sûre que le sage de Bandiagara faisait partie de ses auteurs préférés. Et c'est la rubrique « C'est qu'il fallait lire ». Pour votre rubrique « Ce qu'il fallait lire », nous rendons visite à un aspect de la civilisation africaine d'Amadou Hampâté Bâ, le sage de Bandiagara.
L'analogie est vite trouvée quand il faille faire un lien entre écriture et art visuel. Si l'écriture est la photographie du savoir, les arts visuels viennent fixer cette mémoire. Bref, on va citer le géantissime par ses propres mots. L'écriture est la photographie du savoir, mais elle n'est pas le savoir lui-même. Le savoir est une lumière qui est en l'homme. Il est l'héritage de tout ce que les ancêtres ont pu connaître et qu'ils nous ont transmis en germe, tout comme le baobab est contenu en puissance dans sa graine. Dimension philosophique de cette pépite que nous trouvons dans les œuvres d'Amsil, c'était votre rubrique, c'est qu'il fallait lire. Et ce qu'il fallait lire, c'était Aspect de la civilisation africaine d'Amadou Hampâté-Bâ. Quand un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Nous venons de perdre une grande bibliothèque du Mali, d'Afrique, tant inspirante que philosophique. Ça fait toujours du bien de voir Amadou Hampâté-Bâ, Oui. qui était d'ailleurs notre grand-père, aussi bien le grand-père d'Amsil, Tiemogo Diarra, et Hampâté-Bâ étaient de grands amis. Et comme ce que tu disais au début de l'émission, moi je me rappelle, j'étais à une conférence en Gambie, et quand l'artiste a commencé à parler, il a demandé aux gens qui veulent un silence, parce que quand un artiste parle, c'est comme une prière. Et il a dit aussi excusez, quand un policier meurt, ok, on dirait qu'un policier est mort, point. Je n'ai rien contre le métier de la police, mais c'était pour justement marquer la singularité de l'artiste. Quand un artiste meurt, on ne peut pas dire, voilà, c'est la touche, est toujours, il y a cette singularité que nul ne peut reprendre. Donc, pour dire que cette bibliothèque qui s'en va avec beaucoup de choses. Mais ses amis sont là, j'ai envie Oui. de rebondir sur cette dernière parole pour dire ses amis sont là pour le revivifier. Oui, tout à fait. Lorsque nous écoutons Amadou Hampâté-Bâ, ça nous rappelle autre chose. C'est-à-dire que, alors si nous voyons plus loin, c'est parce que nous sommes portés sur les épaules de nos ancêtres. Et ça, c'est très fort aussi en matière de culture africaine. Wow. Et Je vais noter ça. Amadou Hampâté-Bâ, qui dit un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle, ça, c'est toute sa signification. Alors, il y a un jeune Congolais qui a répliqué en matière d'humour en disant que... Alain Mambakou. Oui, qui disait que ce n'est pas les vieillards d'aujourd'hui. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes artistes veulent rentrer dans l'art par la porte de sortie. Ils sont inspirés par ce qu'on appelle la mondialisation, n'est-ce pas, qui est une expression courtoise de la recolonisation. Alors, il faut aller à la source pour apprendre l'art. Et Amara Sylla a appris l'art en tant qu'imprimeur. Et là, c'était extraordinaire. Et il a grandi, il a mûri avec toute cette connaissance dans le domaine de la couleur, dans le domaine des contrastes, n'est-ce pas, dans le domaine de la superposition, des palimpsestes, et qui fait de lui, effectivement, tout ce qu'on connaît de lui. Amsil était intarissable. Intarissable. C'est pour cela, d'ailleurs, vous allez remarquer, il a rarement nommé ses œuvres, quoi. Il ne donne pas de titre à ses œuvres, parce qu'il veut donner libre cours à la sensibilité humaine, mais qui est dû d'abord à la sensibilité personnelle. Parce que en matière de philosophie, la connaissance, ce qui est à la base, c'est les sensations. Et à la base des sensations, c'est la réalité objective. Et Amara était nourri de ça constamment. Il était habité d'une entité supérieure qui habitait son âme. Et là, c'était vraiment extraordinaire. Une belle âme en même temps. Belle âme. Une belle âme. Voilà. Et cela va nous lancer la prochaine rubrique qui est culte. Nous rendons hommage à un personnage cultissime. Nous parlons d'Amsil, ça ne peut qu'être que lui. Oui. Cette semaine, notre personnalité cultissime ne peut être qu'Amara Sylla Amsil. Celui qui se disait peindre et sculpter les problèmes de la vie, l'harmonie dans les relations humaines et dans la nature, né le 7 mars 1951, vient de quitter le monde des vivants. Un excellent philosophe de la vie, via son art, il définit son entrée en art comme suite. L'imprimerie m'a appris la peinture qui, à son tour, m'a enseigné la sculpture. Mon école est donc ce clin d'œil de la vie. Que dire de plus? Il disait l'imprimerie lui a appris son art et qui lui a ouvert en même temps toutes ses autres portes. Oui, l'imprimerie lui a appris la pratique, l'art,
Les penseurs disaient que la main de l'homme n'est pas seulement l'objet du travail, mais c'est aussi le produit du travail. Et que c'est la main même qui a créé l'homme. Ça, c'est les marxistes qui le disent. Parce que quand la main du singe a commencé à fabriquer les galets, et il les a aménagés, c'est en ce moment qu'il y a eu le processus de la transformation du singe en homme. Et ce processus de transformation va créer l'homme en tant que tel, en tant que Homo sapiens sapiens, auquel sera liée l'existence même de l'art à 40 000 ans avant notre ère. Et c'est ce processus historique qui continue. Et c'est pour cela qu'on dit que l'art, c'est le résultat du développement historique de l'intellect. Et c'est ce qu'on ressent dans le parcours d'Amara Sylla en tant que d'abord imprimeur jusqu'à ce qu'il devienne ce que nous savons de lui aussi, le maître incontestable effectivement de l'improvisation. Nous l'avons vu, hein, la dimension philosophique, pédagogique annoncée concernant Amara Sylla Msil. Dans l'art, il y a aussi cette grande conscience de la transmission. Eh bien, pour faire un pont entre Amara et les futures générations, nous avons déniché sur les réseaux sociaux un jeune homme, Wadidier Mohamed, qui peint des portraits et nous lui avons demandé de nous peindre un portrait d'Amara Sylla Msil. Je vous annonce ce portrait à travers l'application TikTok. Quelle inspiration ça vous donne, cette réalisation du jeune Wadart? Je crois que c'est un garçon qui a du talent. L'art, c'est en fait l'aptitude que peut avoir quelqu'un pour créer quelque chose. Tout à fait. Et cette aptitude-là n'est vraie que pour les artistes créateurs. Alors, c'est là où, à l'université, on fait la différence entre l'artisanat et l'art. L'artisan, c'est quelqu'un qui maîtrise un métier et qui le pratique avec dextérité. Mais il reprend les formes qui ont été transmises de génération en génération. Il reprend les formes traditionnelles. Il ne propose pas de création en tant que telle. Entre guillemets, je pèse les mots. C'est sans doute une innovation de technique déjà existante. Tout à fait. Mais l'artiste crée. Donc il ne reprend jamais ce qu'il a créé. Et effectivement, c'est pendant la haute Renaissance que l'artiste était devenu un créateur au sens divin du terme. Donc c'est cela, c'est ce que je dis aux enfants, aux jeunes artistes, effectivement, qu'il faut aller vers la création, vers la créativité. Et pas rentrer par la porte de sortie. Non. Hein. Tout à fait. Donc c'est une œuvre que j'apprécie beaucoup et c'est un garçon qui mérite quand même d'être vraiment, n'est-ce pas, entretenu et soutenu. Je sens l'émotion de Igo Diarra qui souhaite peut-être, enfin, vous allez dire un mot, mais je sens votre émotion. Oui, absolument, parce que je pense que ça fait partie des hommages et voir un jeune homme qui peut rendre un tel hommage aussi dynamique avec les nouvelles technologies. Et c'est le futur de la créativité qu'on voit à travers ça. Tout à fait. Une exposition rétrospective bientôt sur Amara Sylla? Voilà, justement, c'est l'occasion pour nous de remercier. C'est la première émission hommage sur Amsil qui annonce ce qu'on est en train de préparer. Donc, nous sommes en train de voir avec la famille, avec les amis, avec les collectionneurs. C'est un message qu'on lance à tout le monde. Tous ceux qui ont des objets, des œuvres d'Amsil, qui ont des témoignages, On est en train de préparer une grosse exposition à l'image de l'homme. C'est un challenge. Peut-être qu'il y aura lieu sur plusieurs sites, on est en train de voir. Donc, je pense qu'il y aura lieu probablement, je ne vais pas fixer de date, peut-être mars, avril. On est en train de voir. Mais s'il plaît à Dieu, ça va se faire en 2021, on va dire dans le premier semestre.
D'accord, Voilà, en de 2021. Voilà, Merci infiniment à vous. Nous avons beaucoup appris. Ça donne envie de retourner sur les bancs de l'université en histoire de l'art. Merci beaucoup, vraiment. Nous sommes très Vous contents. m'avez donné beaucoup envie. Merci beaucoup. Venez, nous sommes ouverts à vous. Merci infiniment Voilà. Hugo Diarra, Merci surtout bien. de s'être mobilisé pour cette émission spéciale en hommage à Marasila Amsil. Monsieur Camara, merci infiniment pour l'art. Merci pour l'art. Et au nom de la passion et de la culture, nous nous retrouvons bientôt sur TM1, la télé qui vous allume. Vous pouvez nous regarder sur les plateformes, le site et l'application TM1 TV. On se retrouve très vite sur TM1. À bientôt. Et c'était Culture et vous.